Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus en cette nouvelle séance en matière de droit des assurances. J'espère que vous suivez avec moi et que vous comprenez tous les éléments de la matière que je vous présente oralement, bien sûr, et bien sûr en s'appuyant sur le polycope que vous l'avez déjà et qui vous permettra de bien suivre ce que je suis en train de vous expliquer. Alors toujours dans la partie du régime juridique des opérations d'assurance, on a commencé par la classification juridique des opérations d'assurance qui sont autorisées à être commercialisées au Maroc. Alors la classification juridique, elle se divise en deux éléments d'après la loi. La première, les assurances de personnes qu'on a déjà vues. On a vu c'est quoi assurance de personnes, caractéristiques, composition, définition, etc. Et maintenant, on va s'arrêter sur les assurances de dommages. Avant de commencer de déchiffrer c'est quoi assurance de dommages, permettez-moi tout d'abord de clarifier le terme dommage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme dommage? Parce que ce terme, il est très utilisé dans la matière, il est très utilisé par les praticiens. On a cessé de le citer et de le dire depuis le début de notre cours jusqu'à la fin. Donc, c'est un élément, c'est un terme qui est très important et qui mérite d'être bien clarifié. Le dommage, c'est un dégât matériel ou physique à une chose ou à une personne. Autrement dit, c'est un préjudice subi par quelqu'un. Ou bien ça peut être des dégâts matériels causés aux choses ou bien à une chose. Le tort direct subi par une personne à cause de la faute d'une autre personne. Et bien évidemment, le dommage reste toujours une des trois choses qu'une personne doit prouver quand elle poursuit une autre personne avec la faute et le lien de causalité. Ça, bien évidemment, c'est dans le cadre de la responsabilité civile. Alors, le dommage, ça ne peut être qu'une détérioration, ça ne peut être qu'une perte subie par une personne suite à la faute d'une autre personne. Le dommage a été défini par l'article 264 du DOC qui stipule que les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal. Il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Alors là, c'est la définition qui a été donnée par notre législateur, le droit civil, concernant le dommage. Alors, pour qu'on puisse dire que c'est un dommage qui mérite d'être réparé, alors le dommage doit remplir un certain nombre de conditions. La première condition, le dommage doit être certain. Certain, c'est-à-dire un préjudice certain et réparable. Un préjudice éventuel ne l'est pas et n'engage jamais la responsabilité du responsable du dommage, c'est-à-dire de la personne fautive qui a commis la faute. Donc, le dommage doit être certain. Il doit être direct. Le dommage doit être direct. Le préjudice doit provenir directement de l'inexécution du contrat ou de la faute du responsable. Le créancier pourra réclamer la réparation de la perte éprouvée ainsi que du gain manqué. La troisième condition, le dommage doit être prévisible, c'est-à-dire que le débiteur ne doit réparer que le dommage qu'il avait pu prévoir lors de la conclusion du contrat. Bien évidemment, la réparation s'étend au dommage imprévisible lorsque l'inexécution provient d'un dol du débiteur. Il s'agit en l'occurrence d'une faute intentionnelle dans l'exécution du contrat en sachant que le créancier va subir un préjudice.
Alors là, j'ouvre une parenthèse. Lorsque je parle de créancier-débiteur, alors le créancier, c'est la personne victime qui a subi le dommage. Et c'est elle qui, du moment que le dommage, ou bien du moment que l'accident, ou bien du moment que le préjudice a eu lieu, alors à partir de ce moment-là, la victime devient créancière du gain qu'elle percevra de la personne responsable du dommage qui devient débitrice. Alors cette personne, c'est le débiteur, ça devient le débiteur qui devrait s'acquitter et qui devrait bien sûr indemniser la personne victime qui devient créancière. Alors là, c'est un petit aperçu de ce qu'on entend par dommage et toujours bien évidemment en liaison avec l'assurance. Alors, on revient aux assurances de dommages. Les assurances de dommages ont plusieurs noms. Il y a plusieurs noms qu'on peut lui donner. Les assurances de dommages, les assurances indemnité, les assurances intérêts, les contrats d'indemnité, etc. On va voir pourquoi on leur donne ce nom comme ça. Alors, dans les assurances de dommages, notre législateur stipule que toute personne ayant un intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. C'est-à-dire que un bien, lorsqu'on parle de intérêt à la conservation d'une chose, alors obligatoirement on parle d'un bien. On ne parle pas d'une personne, mais on parle d'une chose, d'un bien que le souscripteur ou bien l'assuré tient à la faire protéger, tient à la conserver, alors par le biais d'un contrat d'assurance contre un risque ou bien contre un événement précis, c'est-à-dire contre un dommage prévisible. La garantie n'existe qu'après la survenance d'un sinistre, ou bien de l'accident, ou bien de l'incident. Le patrimoine de l'assuré sera reconstitué en valeur comme si ce sinistre n'avait pas eu lieu. Autrement dit, une fois le dommage a eu lieu, alors l'assuré n'aura aucun souci à ce qu'il va perdre une partie ou bien la totalité de son patrimoine ou bien de son argent pour réparer ou pour rembourser ou pour racheter. Parce que l'assureur, il interviendra il interviendra pour couvrir et bien sûr pour protéger le patrimoine de l'assuré en matière de réparation ou bien de rachat ou bien d'indemnisation ou bien de prise en charge ou bien de remboursement. Autrement dit, l'assuré n'aura aucun souci de la perte de son patrimoine, c'est-à-dire lorsqu'on parle du patrimoine, c'est soit la chose qu'il veut conserver, soit c'est sa poche pour réparer cette chose. Donc, il n'aura aucun mal, il n'aura aucun souci à protéger son patrimoine dans l'avenir. Dans les assurances de dommages, le principe de la réparation intégrale qui prévaut. Ce n'est pas ce n'est pas comme dans les assurances de personnes. Dans les assurances de personnes, on ne parle jamais de réparation et on ne parle jamais d'une réparation intégrale de la personne. Mais dans les assurances de dommages, bien évidemment, c'est une réparation. On tient à réparer la chose, à indemniser la réparation d'une chose ou bien le remboursement d'une chose et il n'y a aucun mal à ce que l'assuré cherche à une réparation intégrale de cette chose. Alors, parmi les caractéristiques des assurances de dommages, il faudrait savoir que les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire. Ce n'est pas comme dans les assurances de personnes qui s'appuient sur le principe forfaitaire dans laquelle la vie humaine ou bien le corps humain n'a pas de prix, mais dans les assurances de dommages, alors c'est le principe indemnitaire qui s'applique. Alors qu'est-ce qu'on entend par le principe indemnitaire? Principe indemnitaire, c'est une réparation du préjudice patrimonial ou bien une indemnisation contre les conséquences pécuniaires de l'acte et de la responsabilité civile de l'assuré. Mais cela ne veut pas dire que la personne ou bien la victime cherche à s'enrichir
et le responsable ne devrait s'appauvrir. Autrement dit, c'est l'assureur qui s'occupe de tout, mais bien sûr, sans exagérer et sans que le responsable n'ait à payer le prix ou bien n'ait à subir des conséquences autres que la réparation. C'est une réparation par équivalent. Donc la réparation qui est faite ou bien qui est prise en charge par l'assureur doit être équivalente à c'est-à-dire doit être équivalente à la perte subie par la victime ou bien par la personne assurée. La deuxième caractéristique, c'est la subrogation. La subrogation, on l'a déjà vu dans les assurances de personnes. Alors, comment elle se concrétise dans les assurances de dommages? Alors, dans les assurances de dommages, elle s'applique de la façon suivante. L'assuré indemnisé. Alors, l'assuré, suite à un accident ou bien suite à un dommage, elle est indemnisée. Cette personne est indemnisée. Par une quittance subrogatoire, l'assuré reconnaît avoir reçu le versement des indemnités et transfère ses droits et actions à son assureur. On l'a déjà expliqué. Juste, j'explique ce qui concerne les assurances de dommages. Un recours en remboursement contre l'auteur du dommage et son assureur éventuel. Bien évidemment, on a dit qu'il s'acquitte et transfère tous ses droits, actions, privilèges, hypothèques, etc. qu'il avait contre le responsable du dommage. Dans les assurances de dommages, il n'y a aucun recours contre les conjoints, contre les ascendants, les descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Dans la subrogation toujours, l'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa garantie envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a ambiguïté, lorsque l'assuré lui-même ne veut plus recourir à cette subrogation, ou bien lorsque, pour une raison ou pour une autre, cette subrogation ne pourrait s'appliquer. Donc, l'assureur, il peut être déchargé lorsque l'assuré ne s'est pas dirigé vers lui et il ne s'est pas acquitté de tous ses droits en sa faveur. Toujours dans la subrogation, l'assuré ne peut pas à la fois demander à l'assureur de le rembourser de ses dommages et poursuivre lui-même le tiers responsable. Il ne pourrait le faire que pour la partie des dommages non couverte par l'assurance, bien évidemment. Sinon, ça va être un enrichissement sans cause. Alors, l'assuré, il peut soit se diriger vers l'assureur pour se faire rembourser et s'acquitter de tous ses droits et actions, soit se diriger vers le responsable du dommage pour remboursement et indemnisation. Et il ne pourrait recourir ou bien poursuivre les deux que pour la partie non couverte et non remboursée par l'assureur. L'assureur n'est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n'a pas été réparé directement par le responsable. Bien évidemment, une seule indemnisation dans les assurances de dommages, parce qu'on avait dit que dans les assurances de dommages, on ne devrait pas chercher à un enrichissement sans cause, mais on devrait uniquement chercher une réparation, on pourrait arriver à une réparation intégrale du dommage, mais pas plus. Dans les assurances de dommages ou bien assurance de biens, c'est un autre nom qui lui est donné et qui lui est donné également par le législateur. Alors, on trouve des assurances contre l'incendie, des assurances contre la grêle, des assurances de la mortalité du bétail, des assurances collision et des assurances caution. Et on va voir chaque assurance à part. Également, on va voir les assurances de responsabilité. Alors, dans le cadre des assurances de responsabilité, on va voir assurance chasse, assurance auto-responsabilité civile et JAC, c'est-à-dire le fonds de garantie des accidents de circulation.
Dans les assurances de dommages ou les assurances de choses ou les assurances de biens, alors toutes ces expressions se ressemblent. Alors c'est la couverture des biens appartenant directement à l'assuré. Alors cette chose ou bien ce bien doit être déterminé ou simplement déterminable. Alors, on est obligé, lors de la déclaration ou bien lors de la recherche d'une couverture pour protéger un bien, alors on est obligé de le déterminer. Il s'agit de quelle chose, elle est de quelle valeur. Si on n'arrive pas à déterminer cette chose ou à déterminer sa valeur, alors on devrait faire une petite estimation pour pouvoir, bien sûr, pour pouvoir, comme on dit, tarifier et compter la cotisation et pour permettre à l'assureur de répondre sur sa garantie une fois que le dommage vient avoir lieu. Lorsqu'on parle d'une chose simplement déterminable, on pourrait par exemple parler d'un stock, on pourrait par exemple parler on pourrait parler d'un... Alors, dans les assurances de dommages, on les a divisées en deux catégories. On a dit qu'il y a assurance de biens ou assurance de choses et assurance de responsabilité. Dans le cadre des assurances de choses, la première forme d'assurance, ou bien la première opération d'assurance qui rentre dans la catégorie des assurances de biens, on parle des assurances incendie. Alors l'assurance incendie, c'est un contrat d'assurance de dommages qui garantit à l'assuré le remboursement des biens détruits à l'occasion d'un incendie. Autrement dit, c'est la couverture de tous les dommages causés par une conflagration, c'est incendie qui est vraiment énorme, embrasement ou simple combustion. Alors, dans les assurances incendie, il y a extension de la garantie des dommages qui, sans être de l'incendie pur, lui sont étroitement liés. Autrement dit, les assurances incendie ou bien le contrat d'assurance incendie ne couvre non seulement tout ce qui a un rapport direct avec les biens détruits du fait d'un feu, mais également il y a une extension de la garantie, c'est-à-dire d'autres dommages peuvent également être pris en charge par l'assureur. C'est ce qui a été stipulé, c'est ce qui a été prévu par le législateur. Alors, il s'agit des dommages causés aux biens assurés par les secours et les mesures de sauvetage. C'est l'article 53 qui l'a précisé. Donc, non seulement les dommages liés directement à l'incendie, mais également les dommages causés aux biens assurés par les secours et les mesures de sauvetage, comme par exemple casser les vitres, comme par exemple détruire des biens, comme par exemple casser les portières, donc tout cela, ce sont des mesures qui doivent être prises par les agents de secours pour pouvoir ouvrir ou pour pouvoir entrer ou pour pouvoir sauver ou pour pouvoir éteindre le feu. Donc, ces dommages sont également couverts par l'assureur. Deuxième forme d'extension de la garantie, c'est la perte ou la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol. Donc, tous les biens ou bien tous les objets qui étaient dans les lieux qui ont pris feu et qui ont été détruits à l'occasion pendant l'incendie, alors peuvent également pris en charge par l'assureur, sauf lorsque il s'est avéré que la perte de ces biens ait eu lieu suite à un vol par des particuliers. La garantie peut également s'étendre à autre chose. La première, la foudre, lorsqu'elle atteint directement les biens assurés. L'explosion de gaz ou de vapeur. Les dommages électriques ou électroniques. Les attentats. La chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'aéronefs ou d'objets tombant de ceux-ci et le choc de véhicules terrestres identifiés. Les tempêtes, grêles et poids de neige sur les toitures, le risque atomique, les dommages ménagers.
Donc ça, c'est la garantie, elle s'étend à ce type de dommages ou bien de pertes ou bien d'événements lorsqu'ils ont un rapport direct avec l'incendie. Bien évidemment, lorsqu'on parle de la garantie de l'incendie, alors automatiquement, ce sont tous les biens qui ont été détruits à l'occasion de cet incendie. Par exemple, une voiture couverte contre l'incendie. Lorsque cette voiture vient de prendre feu, alors l'assureur doit intervenir pour couvrir toutes les pertes qui ont été occasionnées à l'occasion de cet incendie. Donc, autrement dit, alors c'est le bien qui est protégé contre l'incendie qui est bien évidemment pris en charge à l'occasion du feu. Et cette garantie peut s'étendre, comme j'ai déjà dit, à l'occasion de certains événements ou bien peuvent occasionner d'autres pertes qui ne sont pas directement la conséquence de l'incendie. Deuxième forme d'assurance de dommages ou bien assurance de biens, c'est les assurances contre la grêle. Alors la grêle, c'est une forte chute de pluie. Alors, les assurances tout risque ou tout accident couvrent les dégâts occasionnés par la grêle sur le véhicule. Alors, la garantie, donc, lorsque une personne voudrait couvrir, par exemple, son véhicule contre la grêle, alors cette opération s'intitule assurance tout risque ou bien assurance tout accident. Et non bris de glace, parce que la garantie bris de glace, elle ne joue que pour les parties vitrées, brisées par la grêle. Donc, lorsqu'il y a de la grêle, alors les dégâts qui sont occasionnés en glace ne sont couvertes que par l'opération assurance bris de glace. Tandis que pour le reste de la voiture, alors c'est l'assurance tout risque ou bien l'assurance tout accident. Lorsqu'il s'agit d'une habitation contre la grêle, alors c'est l'assurance multi-risque habitation pour les dommages survenus à la maison. Alors, dans le cadre de cette opération, la déclaration, lorsque le dommage vient d'avoir lieu, alors la déclaration doit être faite au plus tard dans les 5 jours ouvrés de l'avènement du sinistre. Un état estimatif des pertes selon l'ampleur des dommages, c'est un expert qui se déplace pour constater les dégâts. Et bien évidemment, des mesures nécessaires devraient être prises avant, bien sûr, afin de ne pas aggraver les dommages. Par exemple, installer une bâche, parce que il faudrait savoir que l'assuré ou bien le souscripteur, de toute façon c'est l'assuré, devrait prendre ses précautions pour éviter la survenance d'un dommage ou bien au moins pour alléger un petit peu les pertes qui peuvent découler d'un événement précis ou bien d'un événement dont il veut se couvrir. Donc, lorsqu'il y a par exemple la grêle, alors l'assuré devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le bien contre les dommages qui peuvent survenir à ce bien à l'occasion de la survenance de la grêle. Troisième forme assurance de biens, c'est assurance caution. Les assurances caution, c'est une technique d'assurance qui permet à des émetteurs de garantie contractuelle, lorsqu'une personne il est obligé d'émettre une garantie à l'occasion d'une réponse à un appel d'offres, ou bien pour les marchés, ou bien pour les crédits, etc. Donc, il veut émettre une garantie. Alors, elle permet à des émetteurs de garantie contractuelle d'acquérir auprès d'une compagnie d'assurance une protection sur des engagements souscrits futurs. Donc, tous les engagements, par exemple, il veut s'engager pour réaliser un marché ou bien pour répondre à un appel d'offres ou bien n'importe quelle autre opération qui nécessite d'émettre une garantie. Alors, cette garantie contractuelle, il est obligé de la faire accompagner d'une assurance caution pour se protéger, bien sûr, au cas où, dans le futur ou bien dans l'avenir, il n'arrive pas à répondre de ses engagements, il n'arrive pas à assumer sa garantie, donc c'est l'assureur qui intervient pour le faire à sa place.
Donc, dans ce cadre de cette opération, l'acheteur de la garantie, quelle que soit sa nature, acquiert une garantie financière. Même une compagnie d'assurance se portant acquéreur de ce type de protection fait bien une opération d'assurance de crédit. Elle peut aussi souscrire un contrat d'assurance caution. Alors, dans un contrat d'assurance caution, alors les acteurs, c'est une relation bilatérale entre un émetteur de garantie contractuelle relevant soit de la typologie bancaire, soit de la typologie assurance, ça dépend de type de la garantie, et l'autre acteur ou bien l'autre partie, c'est la compagnie d'assurance. Une autre opération d'assurance de biens, alors c'est l'assurance mortalité de bétail. Alors ce type, ou bien cette opération, c'est la 22e opération qui est énumérée dans l'arrêté du ministre des Finances et de la Privatisation. C'est la 22e opération relative aux opérations d'assurance contre les risques de mortalité de bétail. L'objectif, c'est protéger un bétail assuré à la survenance d'un décès indépendamment de la volonté du propriétaire qui est souscripteur, qui peut être souscripteur ou bien qui peut être seulement l'assuré. Donc, c'est bien sûr la mortalité ou bien le décès du troupeau ou bien du bétail ne doit pas découler de la volonté du souscripteur ou bien de l'assuré. Alors, la déclaration du décès doit être faite dans un délai de 48 heures, non compris les jours fériés. Ce n'est pas comme dans les autres types d'opérations, d'assurance. Le délai est généralement de 5 jours, mais dans la mortalité de bétail, alors le délai il est réduit à 48 heures, bien évidemment, parce qu'il faudrait pour le bien-être d'enterrer ce troupeau ou bien ce bétail. On ne pourrait pas attendre 5 jours pour la déclaration. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait déclarer dans les 48 heures pour permettre à l'assureur d'effectuer toutes les démarches d'expertise, contre-expertise, visite des lieux, etc. pour pouvoir intervenir et répondre à sa garantie. Une autre opération d'assurance des biens, c'est assurance auto-collision. Assurance auto-collision. Pourquoi je parle de assurance auto-collision? Parce que l'assurance auto-responsabilité civile, ça rentre dans le cadre des assurances responsabilité. Et on a déjà dit que dans les assurances de dommages, on les a divisées en 2 catégories. Il y a assurance de biens ou assurance de choses, et il y a assurance de responsabilité. Dans les assurances de biens, c'est une couverture du bien contre tous les dégâts qui peuvent lui survenir. Et là, il y a plusieurs types d'opérations. Soit c'est une protection contre la grêle, soit c'est une protection contre l'incendie, soit c'est une protection pour les bris de glace. Et là, c'est une autre opération d'assurance sur le bien qui est la voiture ou bien auto, s'intitule assurance auto-collision. Assurance auto-collision a d'autres noms ou bien d'autres dénominations. On l'appelle tierce collision, on l'appelle dommage collision. Alors, elle a plusieurs dénominations. C'est une forme d'assurance auto qui s'ajoute à la RC. Parce que la RC, l'assurance auto-RC, responsabilité civile, c'est une assurance obligatoire, mais les autres types d'opérations d'assurance sur le véhicule ou bien sur l'auto ne sont nullement obligatoires. Ça dépend de la pleine volonté du souscripteur. Donc, c'est une forme d'assurance facultative qui s'ajoute à la RC. Elle est complémentaire, elle est facultative et elle est optionnelle. Alors, une personne peut opter pour cette opération et peut s'en passer complètement de ce type de protection. Alors, l'assurance auto-collision, c'est une couverture des dégâts causés à la voiture en cas d'interaction avec un piéton connu ou une autre voiture dont le conducteur est connu, le conducteur est responsable, le conducteur est
identifiable. Donc là, c'est une protection de la voiture en cas de dommage survenu par une autre voiture. Ce n'est pas comme dans la RC. Donc, c'est une protection lorsque il y a un choc avec un piéton. Bien sûr, ce piéton doit être connu, bien évidemment, ou bien un accident avec une autre voiture dont le conducteur doit être connu pour pouvoir faire toutes les constatations nécessaires. Dans les assurances de dommages, il est principale assurance de biens et de responsabilité 100 qui sont actuellement sur le marché. On parle de l'assurance des biens des particuliers, notamment des contrats multirisques habitation. On parle de l'assurance des biens professionnels concernant les risques des entreprises industrielles, des agriculteurs, commerçants, artisans et prestataires. On parle de l'assurance construction, on parle de l'assurance automobile, on parle de l'assurance transport, lorsqu'il s'agit d'assurance ferroviaire, maritime, fluviale, aérienne, spatiale, marchandises transportées, etc. On parle de l'assurance responsabilité civile, on parle de l'assurance crédit et on parle de l'assurance de protection juridique. Ce sont les principaux contrats qui sont actuellement sur le marché relatives aux assurances dommages. Deuxième catégorie, c'est les assurances de responsabilité. Les assurances de responsabilité, ou bien on les appelle également assurances de dette ou de passif. Pourquoi? C'est la couverture des dommages causés à autrui. C'est ce qu'on appelle les dettes de sa responsabilité. À partir du moment où le dommage a eu lieu, alors le responsable du dommage devient endetté vis-à-vis de la victime qui devient créancière du fait de ce dommage qui lui est survenu. Alors, c'est une garantie indirecte du patrimoine de l'assuré. Alors, une fois le dommage a eu lieu, alors le responsable n'aura aucun souci lorsqu'il s'agira ou bien lorsqu'il se trouvera obligé de s'acquitter d'une indemnisation ou bien d'un remboursement vis-à-vis de la personne victime parce qu'il n'aura pas à payer de sa propre poche. C'est l'assureur qui répondra à sa place parce qu'il y a une couverture en matière de responsabilité civile. Alors l'assureur, il s'engage à payer les sommes nécessaires à la réparation des dommages causés par le responsable. Une réclamation amiable ou judiciaire faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur. Ça, c'est bien évidemment. Alors, la responsabilité pénale de l'assuré est toujours exclue de l'assurance de responsabilité. Parce que si vous vous souvenez, au début, lorsqu'on a parlé du terme de responsabilité, on avait dit que ce qui nous concerne et ce qui implique l'application des dispositions du droit des assurances, c'est la responsabilité civile. Lorsqu'il y a une responsabilité pénale, alors le domaine ou bien l'assurance, elle est exclue et l'assurance responsabilité civile, on n'en parle plus. C'est du ressort des juridictions pénales pour déterminer l'indemnisation ou bien le dédommagement suite à une responsabilité pénale. Alors, seules les réparations civiles peuvent être indemnisées par l'assureur. Alors, la loi numéro 1799 stipule dans le cadre des assurances de responsabilité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. L'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa garantie envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus par le fait de l'assuré s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces
personne. Alors là, ça nous fait rappeler, je vous ai lu à la lettre les dispositions de la loi numéro 1799, ce qui nous fait rappeler le principe de la subrogation en matière de responsabilité civile. Alors là, on partira point par point pour déterminer comment s'applique cette subrogation dans les assurances de responsabilité. Premier point, une interdiction de demander une double indemnisation. Parce qu'on a déjà parlé, on a largement parlé de la subrogation dans les assurances de personnes, également dans les assurances de dommages. Donc, on connaît très bien c'est quoi la subrogation, c'est quoi la subrogation dans les opérations d'assurance, comment elle s'applique, quand est-ce qu'elle ne s'applique pas. Donc, dans les assurances de responsabilité, les éléments qui lui sont propres, premièrement, interdiction de demander double indemnisation. Double indemnisation, c'est-à-dire que la victime n'a pas à recevoir une indemnisation du responsable du dommage et se retourner par la suite vers l'assureur pour demander une double indemnisation ou vice-versa. C'est-à-dire, l'assuré et la victime n'aura pas à percevoir une indemnisation de l'assureur et se retourner par la suite vers le responsable du dommage pour demander une double indemnisation. Donc, il n'a pas le droit, c'est une interdiction de demander double indemnisation. Mais il y a une possibilité de faire un recours en remboursement contre l'auteur du dommage et son assureur éventuel. Ça, c'est l'assureur, il a possibilité de demander le remboursement de ce qu'il a payé à la victime. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de subrogation, donc il n'y a pas d'indemnisation. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas de demande de remboursement, il n'y aura pas de quittance du subrogatoire, il n'y aura pas application de tous les éléments propres à la subrogation et il n'y aura pas également intervention de l'assureur. Le responsable du dommage se contentera de s'arranger sur le champ avec la victime afin de s'acquitter de ce qu'il lui doit comme dette de sa responsabilité. Et bien sûr, il n'y a pas de recours d'après l'article contre les conjoints, ascendants, descendants, alliés, en ligne directe, préposés, employés, etc. On les a déjà vus. Alors, dans les assurances de responsabilité, une personne est responsable des dommages causés par un acte personnel, tout cela on les a déjà vus, des dommages causés par une négligence ou imprudence, des dommages causés par des employés ou sous-traitants, des dommages causés par des animaux, ou bien des dommages causés par des objets. L'objectif, c'est la défense en payant les frais de justice en cas de poursuite. Et également, l'indemnisation de la personne qui a subi les conséquences de l'acte et également subir ou bien assumer la mauvaise exécution d'un contrat. Dans le cadre des assurances de responsabilité, on va voir deux types d'opérations qui sont les plus fréquents et qui sont les plus marquants en matière de responsabilité civile. La première, assurance chasse. L'article 115 du Code des assurances nous dit: toute demande de permis de chasse doit être accompagnée d'une attestation d'assurance délivrée par une entreprise d'assurance et de réassurance garantissant pendant la durée de validité du permis, c'est-à-dire permis de chasse, la responsabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui involontairement à des tiers. Le permis de chasse cesse d'être valable et il est retiré provisoirement par l'autorité chargée de sa délivrance si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. La résiliation ou la suspension de la garantie doit être notifiée par l'entreprise d'assurance et de réassurance à l'autorité compétente ou l'assuré
à son domicile. Alors, il faudrait savoir que c'est une couverture, responsabilité civile en faveur de tout tiers, toute tierce personne se trouvant sur les lieux de chasse et ayant subi un préjudice du fait de l'exercice de cette activité ou bien de ce loisir, c'est-à-dire la chasse. Donc, toute demande de permis, lorsqu'une personne demande auprès des autorités locales une permission pour exercer cette activité, c'est-à-dire la chasse, il est obligé d'avoir à l'appui de sa demande, c'est-à-dire de son dossier, une couverture en matière de responsabilité civile en faveur de toute tierce personne. Autrement dit, les préposés, ou bien la famille, ou bien le chasseur, du chasseur, ou bien le chasseur lui-même, tous les dommages qui peuvent leur arriver n'est pas couvert par l'assureur, c'est-à-dire que tous les dommages qui peuvent leur arriver au chasseur, un de sa famille, c'est-à-dire de la compagnie, ou bien un préposé, ou bien le chauffeur, ou bien le gardien, ou bien le coursier, ou bien etc., n'auront pas une couverture. L'assureur n'a pas à répondre lorsqu'il vient leur arriver un malheur du fait de cette assurance chasse. Alors l'assurance chasse, elle est illimitée, bien sûr, elle est illimitée, c'est-à-dire elle s'applique pleinement, mais la seule exception, c'est lorsqu'il s'agit de préposés salariés pendant l'exercice de leur service. Deuxièmement, assurance auto. Assurance auto-responsabilité civile, ce sont les accidents de circulation, bien sûr, on connaît tous qu'elle constitue un fléau qui est vraiment énorme et c'est pour cela qu'elle constitue, c'est la première branche d'assurance et c'est une obligation de souscrire une assurance auto-responsabilité civile parce que les accidents de circulation ne cessent de s'accroître, ne cessent d'évoluer. Donc c'est pour cela qu'on a tenu à protéger les piétons, protéger les conducteurs, protéger tous les utilisateurs des véhicules. Et c'est pour cela que elle est devenue une obligation. Elle doit être et la police, assurance, responsabilité, ou bien le document qui justifie cette couverture doit être à l'appui de la carte grise et du permis de conduite. Ce sont les documents essentiels, primordiaux avant l'utilisation de tout véhicule. L'assurance automobile RC n'est pas réservée aux particuliers, il faudrait le savoir. Comment ça? Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée. Donc, toute personne conductrice qui possède une voiture, souscripteur, ou bien conducteur, ou bien utilisateur d'une voiture, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dont la responsabilité civile peut être engagée lorsque il y a eu un dommage occasionné par ce véhicule à une tierce personne. Alors, elle couvre les dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi-remorques, ce qui est collé derrière le véhicule. Alors le piéton, c'est le tiers type en matière d'accident de la circulation. Il y a également les passagers et les victimes par ricochet. C'est une assurance de responsabilité et d'indemnisation applicable à raison des véhicules terrestres à moteur. Lorsqu'on parle de l'assurance automobile, c'est tout engin ou véhicules servant au transport des personnes ou des choses, non seulement aux véhicules eux-mêmes, mais à leurs remorques ou semi-remorques. Il s'agit également de tout appareil terrestre attelé ou destiné à être attelé au véhicule. Alors, le contrat d'assurance doit donc expressément prévoir l'attelage complet identifiant tracteur et remorque, c'est-à-dire tout ce qui peut être un accessoire de la voiture doit parfaitement être déclaré à l'assureur. Alors, dans l'assurance auto-responsabilité civile, l'assuré est celui sur la tête duquel pèse un risque. On a vu, qu'est-ce qu'on entend par l'assuré. La responsabilité civile pèse sur le souscripteur, propriétaire, conducteur habituel de son véhicule. Alors, qui est responsable? C'est le souscripteur,
en premier lieu, propriétaire en second lieu, conducteur, troisième lieu, habituel de ce véhicule. Alors, c'est une assurance de responsabilité. Alors, pour déterminer cette responsabilité, alors il peut s'agir d'une responsabilité du fait personnel lorsqu'elle est faite par le conducteur. Il peut s'agir de la responsabilité du fait des choses lorsque le véhicule était en état de garde, c'est-à-dire la garde du véhicule. Et il peut s'agir également de la responsabilité du fait d'autrui lorsque l'accident ou bien le sinistre vient d'avoir lieu par un commettant de propriétaire. Alors, dans le cadre de l'assurance auto, il y a une obligation d'assurance des personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n'y est pas immatriculé lorsqu'elles sont menées. Alors là, c'est pour les voitures qui rentrent au Maroc par des personnes résidant à l'étranger et ils sont obligés de souscrire une assurance, bien évidemment, pour les véhicules non immatriculés au Maroc, mais ils doivent être menus d'une carte internationale d'assurance dite carte verte, en état de validité et incluant le Maroc dans sa garantie. Donc, cette personne, lorsqu'elle possède une carte verte, donc elle a la possibilité de souscrire une assurance auto-RC. D'une carte inter-arabe, dite carte orange, c'est-à-dire qui englobe la Ligue des États arabes, relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes. D'une carte internationale arabe d'assurance pour les véhicules automobiles signée à Tunis le 26 avril 1975 ou bien de toute autre carte conventionnelle, bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc. Donc toute carte qui est reconnue par une convention conclue entre le Maroc et un autre pays est valable pour pouvoir demander une assurance responsabilité civile sur le territoire marocain. Alors, l'assurance auto-responsabilité civile, elle couvre quoi? À la personne ou au bien des tiers. Les dommages corporels ou matériels. Les accidents, incendies ou explosions, bien évidemment par le véhicule assuré, accessoires, objets transportés, et l'accident doit être, ou bien l'accident peut être également occasionné par l'ouverture d'une portière. Alors là, ce sont les dommages qui peuvent être couverts par l'assurance auto-RC. Lorsque c'est un dommage corporel, lorsque c'est un dommage matériel, lorsque c'est un accident tout court, lorsque lorsque le véhicule a pris feu, incendie et a causé des dommages à une tierce personne ou explosion, lorsque un dommage vient d'avoir lieu par le véhicule assuré lui-même, ou bien par un accessoire du véhicule, ou bien par un objet transporté sur le véhicule, ou bien lorsqu'il y a eu un dommage ou bien un accident occasionné par l'ouverture d'une portière. C'est pour cela que vous remarquez que toujours le chauffeur de taxi vous dit faites attention avant d'ouvrir les portes, parce qu'il sera responsable. D'autres garanties sur le véhicule lui-même mais qui n'ont rien à voir avec la responsabilité civile, alors le souscripteur peut également demander une assurance vol, incendie, bris de glace, protection juridique, etc. L'assurance auto-responsabilité civile, il y a des exclusions. Lorsqu'on parle des exclusions, alors là, je vais expliquer une petite chose. Lorsqu'on parle des exclusions, alors il y a soit des exclusions légales, soit des exclusions conventionnelles, soit des exclusions qui sont spécifiques à une forme d'opération. Alors, les exclusions légales, on va les voir dans une partie qui suivra. Alors, on va voir quelles sont les exclusions légales de la garantie, c'est-à-dire quand est-ce que l'assureur n'aura pas à répondre de sa garantie. Les exclusions conventionnelles également, quand est-ce que l'assureur n'aura pas à répondre et peut être libéré de la couverture. Et il y a des exclusions spécifiques à une opération qui sont prévues par la loi. Alors, l'assurance auto-RC, les exclusions qui lui sont propres, ce sont les dommages causés au souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule. Donc tous les dommages qui arrivent au souscripteur, conducteur, propriétaire du véhicule ne sont pas couvertes par la garantie.
Les dommages causés aux représentants légaux d'une personne morale propriétaire du véhicule. Alors, lorsque le véhicule il appartient à une société ou bien à un ministère ou bien à une personne morale, alors les représentants légaux qui représentent cette société, lorsque un dommage vient leur arriver par ce véhicule, alors ils ne seront pas pris en charge par l'assureur. Les dommages causés aux salariés, aux préposés de l'assuré ou du conducteur dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident. Par exemple, le chauffeur, le coursier, etc. ne sont pas couverts par la garantie. Les dommages causés à l'assuré qui a participé à un rallye, épreuve, course ou compétition ou essai en qualité de concurrent. Bien évidemment, parce que lors de la souscription, alors ce véhicule ce véhicule est pour utilisation de tourisme, c'est-à-dire pour utilisation personnelle, ou bien utilisation de transport, ou bien utilisation donc je sais pas moi, particulier. Donc, lorsque le souscripteur n'a pas déclaré ou bien n'a pas divulgué qu'il utilisera ou bien qu'il compte utiliser ce véhicule pour la course ou bien pour la compétition ou bien pour participer à une épreuve, etc. Donc, tous les accidents occasionnés à l'occasion ou bien pendant l'exercice ou bien pendant cette compétition ne sont pas prises en charge. Toujours dans les exclusions, alors les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, bien évidemment, alors le souscripteur il est obligé de déclarer lorsqu'il envisage de transporter des matières inflammables au bord de son véhicule. Les dommages subis par les marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, ainsi que les vols portant sur ces marchandises ou objets. C'est clair. Les dommages intentionnels causés par le souscripteur du contrat ou le propriétaire du véhicule assuré, lorsqu'il y a la mauvaise foi, lorsqu'il y a l'intention de commettre ou bien l'intention de faire cet accident, alors, et bien évidemment, le défaut d'un permis de conduire en état de validité, parce que là, ça engage une responsabilité pénale. Le défaut d'une souscription d'une assurance auto RC est puni d'une sanction d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 1200 à 6000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Alors là, on arrive au fonds de garantie des accidents de circulation. Alors, le fonds de garantie des accidents de circulation, ce n'est pas une opération d'assurance, mais c'est un organisme qui est doté de la personnalité morale créé par un Dahir du 22 février 1955. L'objectif de sa création, c'est un but de solidarité pour indemniser, c'est une indemnisation totale ou partielle lorsque un accident de circulation vient d'avoir lieu et le responsable de cet accident, il est inconnu. Ou bien, le responsable de cet accident, il n'est pas assuré. Ou bien, le responsable de cet accident, il est incapable de dédommager les victimes, soit en raison de leur insolvabilité et ayant subi un dommage corporel. Alors là, c'est une protection des victimes des accidents de circulation qui, lorsque par exemple la voiture prend fuite, ou bien le conducteur, ou bien le responsable de l'accident, il n'est pas assuré, ou bien il n'arrive pas à dédommager, il n'a pas les moyens de répondre de sa responsabilité, alors dans ce cas, cet organisme intervient pour couvrir et pour bien sûr dédommager cette victime lorsque un accident pareil vient d'avoir lieu. Alors le Fonds de garantie des accidents de circulation, l'AFJAG, regroupe obligatoirement toutes les sociétés agréées pour couvrir les risques de responsabilité civile auto. Donc, elle se compose de toutes les sociétés agréées et qui ont l'habilité, la possibilité de commercialiser le produit assurance auto RC, parce que c'est même type d'opération. Le FJAC est administré, c'est-à-dire le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration.
Il est présidé par un membre élu de ce conseil et il est contrôlé par le ministre des Finances. Il comprend un représentant de l'administration, le DG et de la CDG et son représentant, 7 représentants des entreprises d'assurance et de réassurance agréées pour pratiquer, comme on a dit, des opérations RC. Alors, quelles sont les ressources de ce fonds de garantie? Une contribution obligatoire de 10% de la totalité des prestations, frais et charges techniques d'exploitation du dit fonds de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance agréées en assurance auto. De toute façon, les ressources, vous les avez dans le Polycom. Je ne fais que les lire et comme ça, on va les citer. Alors, c'est une contribution de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui doit être obligatoire de 10%. La deuxième ressource, contribution des assurés qui s'ajoute au montant des primes d'assurance. Autrement dit, c'est une participation des assurés qui est payée à l'occasion du règlement de leur cotisation par l'intermédiaire de l'assureur et qui finit par constituer une ressource du fonds de garantie. Un prélèvement supporté par le propriétaire des véhicules automobiles s'étant abstenu de souscrire une assurance auto, produit des saisies sur les biens, les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, le produit des placements de fonds et des intérêts servis sur le fonds en compte courant, les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières, les avances du trésor, les dons, legs et produits divers, toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds. Alors les dépenses, alors ce sont les indemnités et frais versés au titre des sinistres, c'est la principale dépense, c'est l'objectif même de la création de ce fonds de garantie. Les dépenses d'équipement et de fonctionnement de ce fonds, les frais engagés au titre des recours, lorsqu'il y a des recours à l'amiable ou bien des recours judiciaires, donc obligatoirement il y aura des frais. Alors ces frais sont assumés par le fonds de garantie, le coût des placements de fonds et le remboursement des avances de trésor. Alors, comment se fait cette indemnisation? Alors, la demande d'indemnisation, elle est adressée au fonds de garantie des accidents de circulation dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'accident lorsque le responsable est inconnu. La demande d'indemnisation, elle est adressée au fonds de garantie dans un délai d'1 an à compter soit de la date de transaction, soit de la date de décision de justice passée en force de chose jugée. Et bien sûr, cette indemnisation doit être faite suite à une décision judiciaire exécutoire, comme on l'a dit, ayant passé en force de chose jugée, ou bien suite à une transaction par les responsables non assurés. Et doit être notifiée, la décision doit être notifiée au fonds dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, en outre, les victimes ou bien leurs ayants droit doivent, dans un délai de 5 ans, à compter de la date de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercer contre celui-ci une action judiciaire, mais si le responsable il est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Il y a bien évidemment des exclusions comme toute opération d'assurance. Alors, le propriétaire, conducteur ou gardien du véhicule au moment de l'accident sont exclus de la garantie, les représentants légaux d'une personne morale, les salariés ou préposés du propriétaire responsable du véhicule, ou bien les auteurs de vol de cet engin. Alors, toute fausse déclaration à ce fonds de garantie donne lieu à l'application des dispositions du code pénal en matière d'escroquerie. Bien évidemment, elle est réputée un acte d'escroquerie, toute fausse déclaration à ce fonds de garantie, parce que c'est dans l'objectif de s'approprier de l'argent ou bien de s'approprier un gain non justifié et non mérité. Alors, dans le cadre des assurances de dommages, alors je vous citerai quelques contrats, ou bien le nom donné à des contrats relatifs aux assurances de dommages. Alors, le premier c'est multirisque automobile, on l'appelle HIFAD.
Multirisque habitation, on l'appelle riad. Multirisque immeuble, on l'appelle la résidence. Individuel accident, sébil. Assurance individuelle contre les risques du voyage. Assurance individuelle personnelle de conduite. Multirisque bateau de plaisance. Et il faut toujours faire attention entre ce qu'on appelle les assurances de personnes, assurances de dommages, dans le cadre de la classification juridique. Alors, dans les assurances de personnes, on avait dit que c'est le versement des montants prévus contractuellement. Les prestations forfaitaires voient donc leur montant déterminé à la souscription et non pas au moment de l'accident, et elles ne nécessitent donc pas une évaluation du préjudice. Tandis que dans les assurances de dommages, c'est la remise de l'assuré dans une situation identique à celle qui était la sienne avant la survenance du sinistre. La prestation de l'assureur doit donc correspondre à la réparation la plus juste du préjudice subi et ne pas être source d'enrichissement pour l'assuré. L'application de ce principe suppose une bonne concordance et doit être une équivalence entre la valeur réelle du bien assuré et la valeur pour laquelle il est assuré. Alors, je vous remercie et on passera par la suite à la classification technique. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.